Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 16, Espace probabilisé infini. Le chapitre va commencer par quelques notions théoriques assez abstraites. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Aussi, nous allons commencer avec un exemple. L'exemple est le suivant. On prend une pièce qu'on lance successivement. Les lancers sont indépendants. La pièce peut tomber sur pile ou face. Et P, c'est la probabilité d'obtenir pile. C'est donc 0,5, 1,5 si la pièce est normale. Et ça peut être n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Et ce qui va m'intéresser dans l'expérience, c'est le nombre de lancers que je dois faire jusqu'à obtenir pile. Par exemple, je lance ma pièce une fois, j'obtiens face, je la relance, j'obtiens face, je la relance, j'obtiens pile. Je m'arrête et il m'a fallu 3 lancers. Face, face, pile, pour obtenir pile. D'une manière générale, j'aurai une notion de succès. J'appelle petit p la probabilité de succès à l'étape K. Petit p ne dépend pas de K, c'est toujours la même. Ici, c'est la probabilité d'avoir pile qui est la même à chaque lancer. Et j'appelle x égale n, entre parenthèses, grand x égale n, l'événement, obtenir un succès à l'étape n pour la première fois. Dans notre exemple, obtenir pile à l'étape n pour la première fois. Autrement dit, x c'est bien le nombre de lancers jusqu'à obtenir pile. En pratique, cela veut dire que j'obtiens n-1 échec suivi d'un succès. Dans l'exemple de la pièce, j'obtiens n-1 fois face et ensuite pile. Alors la probabilité que grand X soit égal à n, c'est-à-dire la probabilité qu'on obtienne pile dans l'exemple pour la première fois au énième lancer, ou d'une manière générale la probabilité qu'on obtienne un succès au énième lancer, ça va être la probabilité d'avoir n-1 échec. Et ça, c'est 1-p, la probabilité d'avoir un échec, puissance n-1, fois 1-p, fois 1-p, n-1 fois, fois p, la probabilité d'avoir un succès au énième lancer, à l'étape n. On constate que p de x égale n est une suite géométrique. P de x égale 1, c'est petit p, ça veut dire que j'ai obtenu pile au premier lancer. Et la probabilité d'avoir pile au n plus unième lancé pour la première fois, c'est 1-p fois la probabilité d'avoir pile au nème lancé pour la première fois, à cause de la formule qui est là. Quel est l'univers dans cette expérience? L'univers, c'est tous les résultats possibles de l'expérience. L'univers, c'est oméga, et ça va être pile. Si j'obtiens pile au premier lancer, je m'arrête. Ou bien ça va être face, pile. J'obtiens face, puis pile. Ou bien face, face, pile. Ou bien face, 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 pile. Etc. Jusqu'à l'infini. Et donc, l'univers contient une infinité d'éléments, et c'est en ça que ce chapitre est différent du chapitre de probabilité précédent. Ici, l'univers est infini. Un petit coup d'œil au graphique qui est à gauche en abscisse, on voit les valeurs de grand X, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'infini. Et en ordonnée, on a la probabilité que grand X soit égal à ce nombre. Ici, par exemple, la probabilité que grand X égale 1, c'est 1,5. En effet, grand X égale 1, ça veut dire qu'on obtient pile au premier lancer, et la probabilité d'obtenir pile, c'est 1,5. Pour x égale 2, la probabilité va être 1 quart, la probabilité d'avoir face au premier lancer, 1,5, fois, et la probabilité d'avoir pile au deuxième lancer. Et puis ensuite, nous aurons 1/8, la probabilité d'avoir face, puis pile, etc. À chaque fois, la hauteur est divisée par 2, donc les bâtons deviennent très vite tout petits. Mais ça continue quand même, au moins en théorie, jusqu'à l'infini. Et la probabilité que x soit égal à 60, par exemple, c'est 1 sur 2 puissance 60, c'est un nombre extrêmement proche de 0, mais ce n'est pas 0. Donc voilà un exemple qu'on reprendra très souvent dans le cours, où oméga est un ensemble infini.
où grand X, qui est donc le nombre d'étapes jusqu'à obtenir un succès pour la première fois, est une variable qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Et donc grand X est également une variable aléatoire qui peut prendre une infinité de valeurs. Comment formaliser tout ça? On va le faire en deux temps. D'abord, on va formaliser clairement ce qu'on appelle un événement, quand oméga est infini. Et puis ensuite, on mettra des probabilités sur ces événements. Pour définir ce qu'est un événement, on dira qu'un événement, c'est un élément de ce qu'on appellera une tribu. Alors une tribu, c'est exactement l'ensemble qu'on veut pour avoir toutes les bonnes propriétés, pour avoir des événements et pour pouvoir calculer dessus. L'idée, c'est d'avoir une définition qui contient le minimum de propriétés requises pour dire que grand A est une tribu. Et ensuite, nous verrons toutes les probabilités qu'on connaissait déjà pour les probabilités finies, qui resteront vraies. Tout l'art du mathématicien, c'est de trouver le plus petit nombre de propriétés nécessaires pour déduire tout le reste. Pour vous, en pratique, ça veut dire que vous devez connaître ces propriétés pour répondre à des questions de cours, et vous devez connaître en vrac toutes les propriétés que nous verrons ensuite pour faire les exercices. Mais comme nous le verrons, toutes ces propriétés sont exactement les mêmes que dans le cas fini, généralisé à l'infini. La définition d'une tribu, c'est que oméga, l'univers, appartient à la tribu. Donc une tribu, c'est un ensemble d'ensembles. C'est un ensemble de sous-ensembles d'oméga. Il est inclus dans les parties d'oméga. Ces éléments sont des parties de oméga. Oméga est une partie de oméga et il se trouve que oméga doit appartenir à la tribu. Et comme nous le verrons, la probabilité de oméga, ce sera 1, ce qui est conforme au bon sens puisque l'événement oméga, c'est l'événement certain. C'est l'événement qui arrive toujours, quel que soit le résultat de l'expérience, puisque oméga, c'est précisément tous les résultats possibles de l'expérience. A est stable par passage complémentaire, c'est-à-dire que A bar, l'ensemble des éléments qui n'appartiennent pas à A, mais qui appartiennent à oméga, est aussi un élément de la tribu. Et ça permettra de parler de l'événement contraire, A bar d'un événement, puisque donc A, en pratique, ce sera l'ensemble de ce qu'on appellera les événements. A est stable par union dénombrable. Dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut dénombrer comme les entiers ou les entiers relatifs, mais pas comme les réels. Et donc ça veut dire qu'en pratique l'ensemble dénombrable typique c'est grand N, l'ensemble des entiers. Et on dira que si on a une union infinie indicée par des entiers d'éléments de la tribu, c'est-à-dire d'événements, alors cette union appartient également à la tribu, autrement dit c'est également un événement, on pourra également en calculer la probabilité. En pratique, pour vous, il y a deux grands exemples de tribus et on n'utilisera que le deuxième. Le premier, c'est la tribu grossière qui ne contient que l'ensemble vide et l'ensemble oméga. Vous pouvez vérifier qu'elle satisfait les 3 points. Oméga appartient bien à la tribu. Le complémentaire de oméga, c'est l'ensemble vide qui appartient bien à la tribu. Le complémentaire de l'ensemble vide, c'est oméga qui appartient bien à la tribu. Et toute union de ces deux ensembles, soit il n'y a que l'ensemble vide dans tous les éléments de la réunion et c'est l'ensemble vide, soit il y a au moins une fois oméga et c'est oméga. Dans les deux cas, c'est un élément de A. C'est la tribu grossière. Après, la tribu la plus complète, si je puis dire, qu'on peut avoir, c'est toutes les parties de oméga sans aucune exception. Et puis un autre exemple de tribu qu'on rencontre parfois, et je vous demande de vérifier vous-même que ça marche, c'est la tribu constituée de l'ensemble vide, une partie de oméga grand A quelconque, A bar, sans complémentaire, et oméga, avec donc juste 4 éléments, l'ensemble vide, oméga, et puis A et A bar, pour un sous-ensemble A de oméga, qui n'est donc ni ensemble vide ni oméga. Et vous pourrez constater que on reste dans la tribu par passage au complémentaire et toute union des éléments ensemble vide A, A bar, oméga conduit également à un de ces 4 éléments.
Alors, puisqu'on a le passage complémentaire, il s'ensuit que l'ensemble vide appartient toujours à une tribu, puisque oméga y appartient, et que A est stable par union finie, ça c'est une évidence, il suffit de ne pas aller jusqu'à l'infini, ou de rajouter jusqu'à l'infini l'ensemble vide, qui ne change rien à l'union, car A union vide, c'est A. Et intersection finie, en passant au complémentaire, tout simplement. A est également stable par intersection dénombrable, ce qui est plus fort que l'intersection finie, toujours par passage au complémentaire. Une intersection infiniment dénombrable d'événements est également un événement. Je vous rappelle que les lois de Morgan, c'est justement les lois qui disent que le complémentaire de A inter B, c'est le complémentaire de A union le complémentaire de B, etc. Quand oméga est fini, c'est-à-dire dans le cas des chapitres précédents, on avait toujours pris comme tribu P de oméga et on continuera à toujours prendre comme tribu P de oméga. C'est quand l'ensemble oméga est infini que P de oméga devient un ensemble vraiment très grand, c'est-à-dire aussi infini, mais d'un infini plus vaste. Il n'y a pas de bijection possible entre oméga et P de oméga. Et du coup, la question se posera de est-ce qu'on prend comme tribu vraiment toutes les parties de oméga ou seulement certaines parties. Une fois qu'on a un ensemble oméga, un univers, et a une tribu sur oméga, c'est-à-dire qu'on a choisi certaines parties de oméga pour former une tribu, on a pris certaines parties de oméga comme étant les événements auxquels on s'intéressera. L'ensemble constitué de oméga et de cette tribu, qui est donc en pratique, j'insiste, pour vous très souvent les parties de oméga, mais pas toujours. On dit que c'est un espace probabilisable. Probabilisable, c'est-à-dire qui peut être potentiellement probabilisé. Et donc les éléments de cette tribu, c'est ce qu'on appelle des événements. Les éléments de cette tribu sont appelés des événements. Tout cela permet de définir une des notions centrales qu'on avait vues en probabilité finie, ce qu'est un système complet d'événements. Notez bien que la définition est exactement la même. Les événements sont 2 à 2 disjoints, leur intersection est vide, et l'union, qui est maintenant infinie, de tous ces événements, devient oméga. Si je reprends mon exemple, les événements élémentaires, c'est-à-dire P, obtenir pile au premier lancer, puis FP, obtenir face au premier lancer, puis pile au deuxième lancer, puis F, FP, etc., forment un système complet d'événements. Leur intersection 2 à 2 est toujours vide. Si je prends par exemple FFP et FFFP, ils sont incompatibles car celui-là au troisième lancer contient pile, celui-là au troisième lancer contient face. Et donc il n'est pas possible que les deux arrivent en même temps. Au troisième lancer, on a forcément un seul des deux résultats. Tous ces éléments sont 2 à 2 incompatibles, et l'union de tous ces événements, cette union infinie, forme oméga. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul moyen d'avoir des partitions. Bon, quand je dis partition, il faut comprendre système complet d'événements. Je vous rappelle qu'on dit partition plutôt quand on parle d'ensemble, et système complet d'événements quand on parle d'événements. Mais un événement, c'est un ensemble. C'est juste 2 vocabulaires différents pour désigner la même chose. Par exemple, on pourrait prendre comme partition tous ces éléments de oméga comme premier élément de la partition, tous ces éléments de oméga avec un nombre pair de faces, c'est-à-dire pile, face, face, pile, face, 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 pile, etc. Et comme autre élément de la partition, tous les éléments qui ont un nombre impair de faces, face, pile, face, 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 pile, etc. L'intersection de ces deux événements est vide. Son union est oméga. Ce sont 2 événements complémentaires. D'une manière générale, comme dans le cas fini, 2 événements complémentaires quelconques de l'attribut A et A bar forment toujours une partition. Maintenant que nous avons un espace probabilisable, on peut définir ce qu'on entend par une probabilité.
Une probabilité, ce sera une application qu'on note grand P en général, qui va de l'attribut vers l'intervalle 0,1 et qui vérifie. Là encore, l'idée c'est d'avoir le minimum de propriétés à satisfaire pour dire ce qu'est une probabilité, et tout le reste, ce sera des conséquences. Comme nous le verrons, toutes les propriétés de ce qu'on appelle une probabilité seront les propriétés usuelles de ce qu'on entend par une probabilité. En particulier, ça fait partie de la définition, la probabilité de l'univers, c'est 1. Et ce qu'on appelle la sigma additivité, si on prend des événements 2 à 2 compatibles, dont l'intersection est vide, qui ne peuvent pas arriver en même temps, la probabilité de l'union infinie de ces événements, c'est la somme infinie de leurs probabilités, ce qui est la généralisation de P de A union B égale P de A plus P de B, quand A et B sont incompatibles. La généralisation est une somme infinie. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, si je vais aller de I égale 0 à 17, je vais de A égale 0 à 17, et de 18 à l'infini, je fais l'union avec l'ensemble vide, car A union vide, c'est A, et donc faire l'union avec l'ensemble vide après jusqu'à l'infini ne change rien. On peut toujours dire que c'est une union jusqu'à l'infini, même si c'est une union finie. Et en pratique, on l'utilisera souvent sur des unions finies, sans préciser que le reste, c'est l'ensemble vide. Alors, la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0, ce qui est du bon sens, et ce qui est une conséquence de la définition de ce qu'est une propriété. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement, et si A est inclus dans B, ce qui veut dire en pratique que A implique B, alors la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B. Tout cela, c'est des propriétés qu'on connaissait déjà dans le cas fini, et simplement qu'on retrouve dans le cas infini. Le charme est dans les démonstrations, car l'idée c'est de démontrer ça en se servant uniquement des 2 propriétés qu'on connaît pour une probabilité, la probabilité de oméga C1 et la probabilité d'une union infinie d'intervalles d'événements disjoints. C'est la somme des probabilités de ces événements. Très souvent, l'idée de la démonstration, c'est de décomposer quand on a A et B quelconque, prendre C qui est B privé de A, ou encore B inter à barre, dont on sait que c'est un élément de l'attribut, que c'est un événement. Et du coup, A union C, c'est B. Et ça permet de démontrer ça. Si vous faites un dessin avec des patates, c'est assez clair. Vous faites 2 patates A et B, vous dessinez C qui est la partie de B qui n'est pas intersectée par A. Et c'est graphiquement évident qu'on a ça. Bien de même, avec des raisonnements tout à fait du même type, on prouve que P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Dans le cas général, c'est-à-dire que du coup, le cas où A inter B, c'est l'ensemble vide, où A et B sont incompatibles, devient un cas particulier de cette formule. C'est la formule générale pour P de A union B. Tout ça, ce sont des propriétés qu'on souhaitait d'une probabilité et qu'on a donc, et un espace probabilisé, c'est cet espace probabilisable auquel on ajoute une probabilité. Et on obtient un espace probabilisé. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que souvent on ne précisera pas quel est l'espace probabilisé. Si je reprends l'exemple des lancers successifs d'une pièce, où on s'intéresse au nombre de lancers jusqu'à obtenir pile, l'ensemble oméga qui est là, souvent on n'en parle pas quand on fait l'exercice. On ne parle que des probabilités que x égale n, sans vraiment réfléchir à quel est l'ensemble oméga, quel est l'attribut, qui sera donc en fait en pratique toutes les parties qu'on veut de oméga, et quelle est la probabilité, sachant que la probabilité en pratique, donc c'est de calculer la probabilité des événements élémentaires, la probabilité de pile qui vaut petit p par définition, 1 demi dans cet exemple, la probabilité de phase pile qui vaut la probabilité de phase fois la probabilité de pile, c'est-à-dire 1 demi fois 1 demi dans cet exemple, etc.
Les propriétés des probabilités, la propriété de la limite monotone est quelque part assez évidente parce qu'elle dit que si on prend l'union des AN alors qu'on a une suite croissante, croissante au sens de l'inclusion, c'est-à-dire que AI est inclus dans I plus 1, bah, sa probabilité c'est la limite de la probabilité de AN. Remarquez que quand on s'arrête au rang, si on va de n égale 0 à 1000 par exemple, comme A0 inclus dans A1, inclus dans A2, etc., l'union A0, union 1 jusqu'à A1000, c'est A1000. L'union de petit n égale 0 à grand N, de A petit n, c'est à grand N, c'est le dernier de l'union. Et donc dire que la limite c'est la limite de P de AN, c'est assez raisonnable. Pareil pour l'intersection quand la suite est décroissante, car A0 inter A1 inter A2, c'est simplement A2 quand la suite est décroissante. Donc en pratique, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez passer à la limite tranquillement pour les probabilités. Prenons un exemple qui est celui qu'on a déjà vu. On lance une pièce équilibrée autant de fois qu'il le faut jusqu'à obtenir pile. Il y a un cas dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le cas où on n'obtient jamais pile, qui est possible après tout, au moins en théorie. On peut lancer une pièce une infinité de fois sans obtenir pile. Quelle est la probabilité que ça arrive? On va chercher la probabilité d'obtenir aucun pile jusqu'au énième lancé, c'est-à-dire n'obtenir que des faces. Ce qui ne veut pas dire qu'on obtient pile au n plus énième lancé, ça veut simplement dire qu'on a lancé la pièce par exemple 10 fois, et 10 fois on a obtenu face. La probabilité de cet événement, même sans passer par cette formule, c'est la probabilité de face puissance 10. Si la pièce est équilibrée, c'est donc 1,5 puissance 10, et d'une manière générale, si on n'obtient que des faces jusqu'au énième lancé, la probabilité de ça, c'est 1,5 puissance n, qui tend donc vers 0. Et donc la probabilité de n'obtenir aucun pile, c'est 0. J'insiste sur le fait que l'événement n'obtenir aucun pile du tout est un événement, d'après les axiomes sur ce qu'est une tribu. Donc c'est un événement qui n'est pas l'ensemble vide, j'insiste là-dessus, mais dont la probabilité vaut 0. Alors ça, c'est le phénomène totalement nouveau dans ce chapitre. Nous pouvons avoir des événements qui ne sont pas l'ensemble vide, mais dont la probabilité vaut quand même 0. Notez bien qu'en pratique, ça veut dire que c'est des événements qui n'arrivent jamais, même si intellectuellement ou théoriquement, on peut se poser la question de leur venue. Par exemple, lancer une pièce une infinité de fois et ne jamais obtenir pile, c'est donc un événement, mais en pratique, on sent bien qu'il n'arrive jamais, la pièce va toujours finir par tomber sur pile au bout d'un moment. C'est un événement qui a une probabilité de 0. La propriété de la limite monotone se généralise à des événements quelconques. Si on a I qui est une suite d'événements, la probabilité de l'union, c'est la limite de la probabilité de l'union en s'arrêtant à n et en faisant tendre n vers l'infini. C'est en général la définition de ce qu'on entend par aller jusqu'à l'infini, aller jusqu'à un nombre fixé et le faire tendre vers l'infini. La propriété intéressante ici, c'est que cette limite existe toujours. On a la même version avec l'intersection. Là encore, l'intérêt, c'est que la limite existe toujours, car par définition, l'intersection de n égale 0 à l'infini, c'est l'intersection de i égale 0 à n avec n, c'est-à-dire la borne du haut qui tend à l'infini. La raison pour laquelle ça marche, c'est que l'union des AI est une suite croissante. À chaque fois qu'on ajoute à n plus 1 à l'union de i égale 0 à n des AI, on obtient un ensemble dans lequel l'union de i égale 0 à n des AI est inclus. Et on a une suite décroissante pour l'intersection, pour des raisons similaires. Comme nous l'avons vu, il y a des événements qui ont des probabilités de 0 et qui ne sont pas l'ensemble vide. On dit d'un tel événement qu'il est négligeable. Alors, l'ensemble vide est également négligeable, mais l'intérêt de la notion de négligeable,
c'est qu'il y a des ensembles qui ne sont pas d'ensembles vides et qui sont négligeables également. Par exemple, ne jamais obtenir pile. De même, on a des événements presque sûrs, c'est-à-dire des événements dont la probabilité vaut 1, mais qui ne sont pas oméga, qui ne sont pas l'univers. Par exemple, toujours avec l'histoire du lancer de pièces, obtenir au moins une fois pile. C'est-à-dire que l'expérience s'arrête à un moment. Notez, donc j'insiste là-dessus car c'est une des différences principales avec les probabilités finies. Ici, on peut avoir P2A égale 0 et A qui n'est pas l'ensemble vide. On peut avoir P2A égale 1 et A qui n'est pas oméga. Les probabilités conditionnelles ont exactement la même définition que les probabilités conditionnelles que nous avions vues. La probabilité de B sachant A, c'est P2A inter B sur P2A. Il n'y a absolument rien de nouveau. Et là encore, P indice A, c'est-à-dire la fonction qui a un événement B associe P de B sachant A, c'est-à-dire P2A inter B sur P2A. Cette fonction prend n'importe quel élément grand B de l'attribut et lui associe un nombre entre 0 et 1, et c'est une probabilité sur oméga A P, ce qui veut dire par exemple que la probabilité sachant A de A, c'est 1. Probabilité composée, là encore on retrouve un théorème qu'on connaît déjà, la probabilité de A1, inter A2, inter A3, etc. jusqu'à N, c'est la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 sachant A1, fois la probabilité de A3 sachant A1 inter A2, etc. Cela conduit à suivre un chemin le long d'un arbre, et chaque probabilité est le nombre qu'on lit sur chaque branche de ce chemin. Nous avons également la formule des probabilités totales, soit B un événement quelconque, soit AI, un système complet d'événements qui peut donc maintenant être infini. La probabilité de B, c'est la somme de k égale 0 maintenant à l'infini de la probabilité des B inter AK, ou encore c'est la somme de k égale 0 à l'infini de P de AK fois P de B sachant AK. C'est exactement la même formule qu'on avait vue dans le cas fini, mais k allait de 0 à n, et maintenant va jusqu'à l'infini. En particulier, la somme des probabilités vaut 1, une propriété qu'on estimait hautement souhaitable. Nous avons bien sûr la formule de Bell, puisque c'est une conséquence directe de la définition de P de B sachant A. Et donc P de A sachant B, c'est P de B sachant A fois P de A sur P de B. Un moyen simple de ne pas se tromper, je vous rappelle, c'est que P de A sachant B, j'écris le B qui est en indice en bas pour P de B, et du coup en haut je mets P de A et P de B sachant A l'autre. L'indépendance mutuelle d'une suite infinie d'événements, la définition est presque la même. On dit que les AI seront mutuellement indépendants si pour tous ces ensembles finis, on a le produit de l'intersection des AI qui est le produit des probabilités, pardon, la probabilité de l'intersection des AI qui est le produit des probabilités. C'est la généralisation donc de P de A inter B inter C égale P de A fois P de B fois P de C. Mais il suffit que cette propriété soit vraie pour tout sous-ensemble fini des AI qui, eux, sont potentiellement en nombre infini. Voici qui termine les 3 premières parties de ce chapitre 16. Bonne révision.